Moyen-Orient. Je ne vais pas vous donner trop d'informations sur l'actualité, je pense que tout le monde sait à peu près, parce que nous qui sommes ici, nous savons nous informer. En revanche, je vous conseillerais bien, si vous n'avez pas encore vu, la première vidéo conjointe de Blast et Acrimed, qui porte sur la désinformation ou la non-information de nos médias sur Israël-Palestine. Vraiment, si vous n'avez pas vu, c'est une vidéo d'utilité publique, c'est une enquête approfondie, ça dure 1 heure et c'est vraiment très très bien. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais passer la parole à André Rosweg, qui sera notre intervenant au film, et qui a préparé des choses à vous dire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me suis posé la question en venant à Saint-Gaudens, que je ne connais pas, qu'est-ce qu'était cette ville. Alors je suis allé sur le site de la mairie et je suis tombé sur la liste des rues. Alors je ne vais pas vous lire la liste des rues de Saint-Gaudens, mais j'ai été quand même très impressionné par le fait que on pouvait trouver... Oui, tu vas me... Je suis toujours aussi incapable. Donc, alors, bien sûr, comme vous le savez, parce que je suppose qu'il y a des militantes féministes dans la salle, donc vous avez bien sûr remarqué l'importance du nombre des rues qui rendent honneur aux femmes, c'est-à-dire Elisabeth Casteret et Edith Piaf, point à la ligne. Même Jeanne d'Arc n'a pas le droit à sa rue, c'est les compagnons de Jeanne d'Arc qui ont droit à leur rue. Mais c'est pas pour ça que je suis venu. Ce qui m'a bien sûr impressionné, c'est le nombre de militaires qui ont le droit à leur nom de rue. Je ne parle pas ici d'Adolphe Thiers, je ne parle pas de Jules Ferry, je parle du capitaine Gess, du colonel Marty, du maréchal Juin, du maréchal Foch, du général Gallieni, du maréchal Joffre, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que c'est caractéristique de l'espace public en France, de sa colonialité. Et cette colonialité, c'est, je crois, quelque chose qui pèse dans nos villes. Cette colonialité qui fait que tout notre environnement garde le souvenir, la mémoire et l'honneur donné à ceux qui ont été les responsables de notre empire et donc du colonialisme dans toutes ses dimensions. Et cela a quelque chose à voir avec le regard que nous portons sur le monde. Je crois que, on l'a dit à propos, et ça a probablement été dit d'une manière ou d'une autre ici, on a tendance à voir le Nord, les Occidentaux, comme des personnes. Et je crois qu'on l'a encore vu dans le 7 octobre et dans les jours qui ont suivi. Les Israéliens sont des personnes avec leur joie, leur peine, leur histoire. Dans nos médias, mais peut-être aussi dans nos têtes, quelquefois, les Palestiniens sont des nombres. On met en avant le nombre des blessés, le nombre des morts, le nombre des disparus, mais ce ne sont pas des personnes, à part peut-être pour le mouvement de solidarité qui, depuis des décennies, entretient des relations directes avec les Palestiniens. On en parlera tout à l'heure probablement à propos d'Yala Gaza, où on verra que les personnes que nous allons voir dans le film
sont des personnes avec qui nous sommes en relation et que nous percevons non pas comme des nombres, mais comme des personnes. Je voudrais aujourd'hui, dans le même esprit, utiliser l'intervention que Michèle Sibony, une des animatrices et porte-parole de l'Union juive française pour la paix, a réalisée le 30 mars, parce que nous avons eu à Paris une grande journée des Juifs solidaires de la lutte du peuple palestinien. Alors, il ne s'agit pas de tirer la couverture à nous, bien évidemment, mais il s'agit pour l'Union juive française pour la paix et pour un groupe qui s'est formé à Paris qui s'appelle donc Tzedek, Justice, d'expliquer avec une série de groupes qui existent au plan international, de groupes de juifs qui ne supportent pas d'être assimilés à l'opération coloniale du sionisme. On rentrera dans le détail. Et tout à l'heure, probablement. Mais je voudrais, à ce sujet, évoquer Glaser, l'auteur d'un film que vous avez peut-être vu, pour certains d'entre vous, qui s'appelle La zone d'intérêt. La zone d'intérêt, vous le savez, c'est ce film qui montre comment le gardien du camp de concentration et du camp d'extermination vit de l'autre côté du mur du camp avec femmes et enfants, avec une vie de fonctionnaire efficace et avec une famille qui vit une vie normale, bourgeoise, avec simplement peut-être un peu de fumée abusive qui sort des fours crématoires. Et il dit, notre film montre à quoi conduit la déshumanisation la plus terrible. Et cela a forgé notre passé et notre présent. Il a fait cette déclaration à la cérémonie des Oscars. Et il dit, aujourd'hui, l'exemple de l'Afrique du Sud et de l'Irlande, dans ce moment, font de ces pays des modèles de réflexion sur ce qu'a été leur histoire, modèle de réflexion qui n'a pas encore atteint Israël. Jérôme Glaser, toujours dans son discours aux Oscars, a défini ainsi son travail. Tous nos choix ont été faits pour faire réfléchir et réagir dans le présent. Pas pour dire « regardez ce qu'ils ont fait alors », mais regardons ce que nous faisons maintenant. On peut considérer que ce qui se passait dans l'enveloppe de Gaza, la vie normale et banale qui se déroulait paisiblement dans les kibbutzim et les villages, la rave-party qui s'y tenait au moment de l'attaque, on peut considérer que tout cela constitue véritablement une zone d'intérêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Que à quelques centaines de mètres de la barrière de Gaza, faire une rave-party, c'est quelque chose qui forcément nous interpelle et montre à quel point les gens vivent dans une autre dimension et dans une ignorance. Et Glaser dit, aujourd'hui nous nous tenons devant vous comme des hommes qui refusons que notre judéité et l'Holocauste, il utilise ce terme parce qu'aux États-Unis c'est le seul terme qui est utilisé, même si nous évitons de l'utiliser parce qu'il donne à la destruction des Juifs d'Europe une vision quasi religieuse et quasi messianique. Nous nous tenons devant vous comme des hommes qui refusons que notre judéité et l'Holocauste soient détournés par une occupation qui a causé tant de souffrances pour tant d'innocents, qu'il s'agisse des victimes du 7 octobre en Israël ou de celles des attaques incessantes qui se déroulent à Gaza, elles sont toutes des victimes de cette déshumanisation. Alors, dans cette situation-là, comment résistons-nous? Comment
faire en sorte d'être debout. J'utiliserai les termes qu'a utilisé Simon Assoun dans cette même manifestation du 30 mars. Simon Assoun, qui est un des animateurs de l'association Tzedek, qui dit « Il est difficile, voire impossible, de ne pas prendre comme point de départ de notre réflexion la violence inouïe qui se déploie en ce moment même à Gaza et les crimes qui y sont commis. Car cette violence, ces crimes, certes, nous n'en sommes pas coupables, mais parce qu'ils sont commis par un État dont la prétention identitaire fermée à être l'État juif, l'État des Juifs, nous interpelle et nous oblige. Ils abîment notre humanité collective. Et alors que certains enfin parlent de risque génocidaire à Gaza, il nous revient en premier de regarder la réalité en face et témoigner de ce que cet État inflige à la population palestinienne devant les yeux du monde entier et de dire oui, un génocide est commis, le crime n'est pas à venir, mais déjà là. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, il y aura un avant et un après Gaza 2023, et il nous revient de décider d'y faire face et de prendre nos responsabilités devant l'histoire. Je ne vais pas être beaucoup plus long dans la citation. Je vous signale que ces deux interventions de Michel Sibony et de Simon Assoun sont à lire intégralement sur le site de l'UJFP sur internet, ujfp.org. Je voudrais quand même donner à Simon sa conclusion. Il évoque les différentes manières de réagir à cette situation, mais il termine en disant « Nous n'avons rien d'autre à proposer que la lutte émancipatrice, révolutionnaire, créatrice, contre ce qui nous abîme et qui nous détruit. La lutte qui sera toujours bien plus féconde que ne le seront jamais l'impérialisme et le colonialisme, bien plus vivante que ne le sera jamais un monde qui n'en finit plus de crever. Alors, vive la lutte du peuple palestinien et que vivent les luttes de tous les opprimés et les exploités. Il n'y a aucune réinvention qui ne passe par le chemin de la lutte. » Avant de terminer, je voudrais dire que une des luttes que nous avons à mener et pour laquelle nous nous retrouverons peut-être samedi, c'est celle d'exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah. J'ai un privilège, j'ai obtenu le droit de visite à Georges. Je fais partie de ceux qui vont 2 ou 3 fois par an, pas beaucoup plus pour être franc, le rendre visite. Je peux vous dire que on n'en sort pas indemne de voir ce monument, cet homme qui, en octobre prochain, si nous n'avons pas réussi, pourra commémorer ses 40 années de prison. Le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Les États-Unis ont le privilège d'en avoir quelques autres. Mais oui, il y a aujourd'hui, à Lannemezan, tout près d'ici, quelqu'un qui, en raison d'une manipulation judiciaire et d'un acharnement politique, vit en prison et dans sa 40e année de prison. Et quand on lui dit « mais qu'est-ce que nous on doit faire ?» il dit « je fais mon travail de prisonnier politique, faites le vôtre ». Et effectivement, ça nous oblige. Je crois qu'effectivement, le fait qu'il y ait cet acharnement, bien sûr, la pression des États-Unis, mais ce n'est pas seulement la pression des États-Unis, c'est la volonté, y compris des exécutifs français successifs, de se donner le rôle de l'intransigeance dans cette manipulation. Oui, aujourd'hui, Georges, à 2 reprises, était libérable
si l'exécutif, par les juges, si l'exécutif français décidait de signer l'arrêté d'expulsion. À 2 reprises, en toute liberté, le gouvernement français, le ministre de l'Intérieur, a refusé de signer cette expulsion que les juges permettaient. Condamné pour une simple complicité, pas d'un acte terroriste, comme on dit maintenant, mais de l'assassinat par les forces armées révolutionnaires libanaises d'un militaire, d'un attaché militaire américain et d'un agent du Mossad reconnu comme tel, c'est-à-dire des attentats dirigés contre 2 personnes qui sont des responsables de 2 pays en guerre contre le Liban, Israël et les États-Unis à l'époque en 82, et pour cette complicité, il a été condamné à perpétuité avec 15 ans de sûreté, de peine de sûreté. Mais seulement pour cela, quand, après ces 15 ans, il a demandé sa libération conditionnelle, cette libération conditionnelle a été accordée à 2 reprises, et à 2 reprises, elle a été refusée. Le premier qu'il l'a refusé, c'est un certain Manuel Valls, qui a dit qu'il refusait de signer cette libération en raison de son amour éternel pour Israël. Le deuxième, j'ai oublié son nom, mais le ministre de la Justice de l'époque, quand Madame Le Pen l'a interpellé en lui disant à propos du laxisme judiciaire que la perpétuité réelle n'existait pas, M. Urvoas, garde des Sceaux, a déclaré: comment ça, la perpétuité réelle, elle existe, la preuve, Georges Ibrahim Abdallah est toujours en prison. Voilà comment la justice française s'associe aux États-Unis pour maintenir Georges en prison. Et j'espère que la demande de libération conditionnelle qui est en cours finira par être acceptée, mais je crois que ça dépend en partie de nous tous, et ça dépend peut-être en partie du nombre que nous serons samedi à la maison. Merci. Je vais vous parler un petit peu d'un livre qui vous sera proposé tout à l'heure à l'achat, et qui est un livre qui s'appelle L'antisionisme, une histoire juive. Alors, je ne vais évidemment pas vous raconter le livre, je vais lire quelques extraits de l'introduction ou quelques déclarations de personnes dont généralement vous connaissez le nom. Rosa Luxembourg, en 1917-1918, au lendemain de la Première Guerre mondiale donc, et qui dit « Des nations et des mini-nations s'annoncent de toutes parts et affirment leur droit à constituer des États. Des cadavres putréfiés sortent des tombes centenaires, animés d'une nouvelle vigueur printanière, et des peuples sans histoire, qui n'ont jamais constitué d'entité étatique autonome, ressentent le besoin violent de s'ériger en État. Polonais, Ukrainiens, Biélorusses, Lituaniens, Tchèques, Yougoslaves, 10 nouvelles nations au Caucase. Les sionistes défient déjà leur ghetto palestinien. Pour l'instant, à Philadelphie, c'est aujourd'hui la nuit de Walpurgis sur le Brocken nationaliste. Maintenant, c'est Ben Saïd. Que la bourgeoisie révolutionnaire des Lumières avait cru à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce bel optimisme s'est brisé sous la triple épreuve du nazisme, du stalinisme et de la création d'un État juif en Palestine. Le judéocide a joué bien sûr le rôle déterminant. 1918, l'écrivain autrichien Stefan Zweig, qui fait part de sa déception en disant « Je suis entièrement clair et résolu. Plus le rêve menace de se réaliser effectivement, le rêve dangereux d'un État juif avec des canons, des drapeaux, des décorations,
Et plus j'aime l'idée douloureuse de la diaspora, le destin juif, davantage que le bien-être juif. Ce n'est pas dans le bien-être ni l'accomplissement que ce peuple a trouvé sa valeur. Il n'affirme sa force que sous l'oppression et son unité que dans l'éclatement. Enfin, pour terminer, nous allons parler de Sigmund Freud, psychanalyste, en 1930. Je concède avec regret que le fanatisme peu réaliste de nos compatriotes porte sa part de responsabilité dans l'éveil de la méfiance des Arabes. Je ne peux éprouver la moindre sympathie pour une piété mal interprétée qui fait d'un morceau de mur d'érode une relique nationale qui défie les sentiments des habitants du pays. Jugez vous-même si, avec un point de vue aussi critique, je suis la personne qu'il faut pour jouer le rôle de consolateur d'un peuple ébranlé par un espoir injustifié. Et enfin, Albert Einstein: j'aimerais infiniment mieux un accord raisonnable avec les Arabes sur la base de vivre ensemble en paix que la création d'un État juif. Ça s'appelle Ibrahim. Pour qu'un jour se forge une véritable amitié au Moyen-Orient. L'intelligentsia de l'époque, de Freud à Schoenberg le musicien, à Wittgenstein le philosophe, j'en passe, et qui dit la chose suivante. Alors c'est une histoire qui est assez amusante par certains côtés, parce qu'on est venu le démarcher pour précisément le sionisme. Et en fait il s'est fait avoir. Il a donné un shekel et il raconte l'histoire. L'un de ces messieurs qui s'érigent aujourd'hui en défenseurs de l'histoire du peuple juif et qui, les yeux bizarrement tournés vers le Levant, font de la propagande pour le retour de tous les juifs sur la terre ancestrale de Palestine, m'a demandé il y a peu de contribuer pour une petite somme à ce qu'on appelle la cause sionisme, ou, pour employer un mot plus traditionnel, antisémite. J'ai vraiment cru tout d'abord que le sympathique quêteur, en venant percevoir ainsi le fameux tribut des Juifs, était un représentant du projet social chrétien et non de l'archéo-testamentaire comme il l'assurait. Mais j'ai appris par lui que l'antisémitisme tel que le prônent les sionistes renonçait pour l'instant à des mesures aussi barbares que les mettre dans un bateau et couler le bateau, et se contenter de réunir des fonds nécessaires à leur seule expulsion. Ce n'est que grâce à quelques articles publiés par le principal organe sioniste, et particulièrement l'article ayant pour titre « Le Mokshié », que s'est rétablie l'entente secrètement souhaitée par les deux groupes, le groupe des chrétiens de droite et le groupe sioniste. Le cri « Dehors les Juifs », parti du camp des étudiants nationalistes juifs, se répandit dans la région que leur engourdissement politique rend toujours prêt à accueillir ce mot d'ordre simpliste. Et l'on n'a jamais vu de nouveau les antisémites juifs, travailler avec un zèle encore jamais rencontré chez les Ariens, à ce but qui leur est commun en dépit de toutes les petites différences. Voilà, c'était un extrait du texte de Karl Kraus, vous trouvez tout ça dans ce livre. Je finis avec un petit mot de Sama Jaber, psychiatre palestinienne, qui nous parle du deuil dans les familles palestiniennes. Sama Jaber, nous l'avons rencontré à Jérusalem à l'époque sur un projet de dessin d'enfants, projet qui a par ensuite son développement. Elle parle. Tandis que le monde célébrait la Saint-Sylvestre de 2015,
Avec ses promesses pour l'année à venir, des dizaines de familles palestiniennes recevaient les corps figés de leurs shahids, martyrs. Des enfants tués par les Israéliens dans le récent soulèvement patriotique. Politique. Permettez-moi de dire d'emblée que cet article est un essai sur l'expérience de la douleur parmi les victimes de notre réalité politique. Il ne s'agit pas d'un essai sur la signification du martyr ou d'une analyse de l'appellation shaïd, un statut que les Palestiniens, musulmans comme chrétiens, religieux ou athées, donnent aux enfants tués par l'occupation. Un grand silence entoure la douleur des familles. La plus bas, si. Un grand silence entoure la douleur des familles des combattants. Les Palestiniens sentent que les autorités israéliennes tirent une satisfaction sadique de leur souffrance. En réaction, les Palestiniens présentent souvent une dureté apparente, masquant leurs émotions et effaçant tout signe de vulnérabilité face à ceux qui ont tué leurs êtres chers. Certains Palestiniens vont plus loin, essayant d'éviter d'infliger davantage de souffrance aux membres de leur famille et enfouissent leur propre douleur. L'intimidation bloque les expressions de soutien de la communauté à des familles qui souffrent déjà des entraves au processus naturel de deuil. Traités comme des suspects par l'occupation, les membres des familles sont souvent mis en détention, punis collectivement par la démolition de leur maison ou le refus de permis de travail. L'occupation interfère également dans l'accomplissement des rites traditionnels de deuil en ne restituant le corps du défunt que lorsque la famille capitule devant l'exigence d'enterrer son mort à l'écart de la communauté. Quel que soit le jugement que l'on porte sur leurs actions spécifiques, ces jeunes combattants ont été pris entre la violence de l'occupant et l'impuissance des dirigeants palestiniens. Ils ont agi avec désintéressement, ne recherchant ni profit ni gloire personnelle, extériorisant la colère et la frustration que ressentent tous les Palestiniens. Leur impulsion a été d'offrir leur aide de la seule manière qu'ils estimaient possible. Leurs expériences, leurs émotions et leurs intentions doivent être identifiées, comprises et validées avant que le débat sur leurs actions puisse s'ouvrir et devenir légitime. Après tout, c'est le sacrifice de quelques-uns qui nourrit l'espoir de libération. Michel donc a lu un extrait de Sama Jaber, palestinienne qui vit à Jérusalem, et Hugues se propose de lire, pour terminer, un poème de Mahmoud Darwish. Et peut-être Dominique a-t-il la clé avec HK. Ensuite. Je dis tant de choses. Je dis tant de choses sur la différence ténue entre les femmes et les arbres, sur la magie de la terre, sur un pays dont je n'ai trouvé le tampon sur aucun passeport. Et je demande, mesdames et messieurs au cœur bon, la terre des hommes est-elle, comme vous l'affirmez, à tous les hommes? Où est alors ma masure et où suis-je? L'Assemblée m'applaudit. 3 autres minutes. 3 autres minutes de liberté et de reconnaissance. L'Assemblée vient d'approuver notre droit au retour. Comme toutes les poules et tous les chevaux, un rêve de pierre. Je leur serre la main, un par un, puis je salue en m'inclinant, et je poursuis ce voyage vers un autre pays où je dirai des choses sur la différence entre mirage et pluie, et demanderai, mesdames et messieurs au cœur bon, la terre des hommes est-elle à tous les hommes? S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe
et des ficelles. De faire pression au niveau international, au niveau de l'Union européenne, des sanctions contre Israël. Il est temps, plus que temps, que ça s'arrête. Et je pense que cela nous oblige à continuer. Tant que ce cessez-le-feu n'est pas atteint, et pas que le cessez-le-feu, une vraie solution de paix qui ne se fera qu'avec tous les interlocuteurs et toute la société palestinienne, toutes les factions politiques de la vie palestinienne. C'était la 17e vigie. Assassin,